Je vais me présenter, Virginie Moureau. Donc moi, je suis formatrice à l'IRTS Poitou-Charentes et particulièrement, sur l'antenne de Saintes, et je suis accompagnée pour vous parler de la formation d'AES de 2 étudiantes, voilà, pour qu'elles puissent aussi vous parler de ce qu'elles vivent en formation et ce qu'elles vivent aussi sur le terrain, de Mélanie et de Sarah. Voilà, ici présentes et en formation sur Saintes. Je vais commencer déjà par vous parler un petit peu de est-ce que vous connaissez l'IRTS? Est-ce que l'Institut régional du travail social, ça vous parle, ou est-ce que vous connaissez finalement, cette institution et ce qui s'y fait? Non? Vous avez jamais entendu parler de l'Institut régional du travail social? Donc c'est effectivement l'école, l'Institut régional du travail social, c'est l'école qui forme finalement tous les travailleurs sociaux, voilà, qui interviennent dans les établissements du médico-social. Donc on va retrouver certaines, alors évidemment, il y a toute une palette de métiers qui sont formés, à l'IRTS, Institut régional du travail social, et on va en parler parce qu'on n'est pas uniquement sur le territoire de Saintes, mais on est vraiment sur toute la nouvelle, région ancienne Poitou-Charentes, voilà, et on a plein de formations du travail social qui y sont déployées. Alors, est-ce que vous connaissez certains métiers du travail social? Éducateurs spécialisés. Bingo, on forme à l'IRTS des éducateurs spécialisés. Exactement. Et on va en parler aussi. Alors, il y a d'autres métiers peut-être que vous connaissez, en dehors d'éducateurs spécialisés, d'autres métiers du travail social. Aide-soignante? Aide-soignante, non. On n'est pas dans le champ du travail social, des travailleurs sociaux, on est dans le médical. Alors, on travaille ensemble, hein, le médical et le social travaillent ensemble, mais ça ne fait pas partie des métiers que nous, on forme au niveau de l'IRTS. Mais c'est, voilà, on travaille ensemble dans les établissements, hein. Les filles, elles vont vous en parler aussi. Est-ce que vous connaissez d'autres métiers? Peut-être assistante service social? C'est peut-être un métier dont vous avez déjà un peu entendu parler. Donc voilà, ça fait partie des métiers qu'on forme évidemment aussi, à l'IRTS. Alors je vais vous présenter rapidement les différents métiers, et puis après on va se centrer évidemment sur la formation d'AES, qui peut vous intéresser et pour laquelle vous êtes venus, ici aujourd'hui. Alors, on a évidemment plein de métiers du travail social qui sont formés. La première marche, le premier métier du travail social qu'on forme d'ailleurs dans toutes les antennes de l'IRTS, hein, que ce soit sur Saintes, mais aussi sur La Rochelle, sur Niort, sur Angoulême et à Poitiers, qui est le siège, de l'IRTS, on forme des accompagnants éducatifs et sociaux. Donc on va en parler. Ce sont tous ces professionnels qui accompagnent les personnes vulnérables au quotidien dans les différents actes de la vie quotidienne, et on va regarder un petit peu les différents publics qui sont concernés, par l'accompagnement des AES. Mais on a aussi d'autres métiers qui sont formés. Les moniteurs éducateurs, peut-être que ça vous parle un peu, hein, certains? Oui? Donc les moniteurs éducateurs, Comme éducateur, mais ça. c'est un peu différent. Voilà, tous ces métiers dont je vais parler aujourd'hui sont évidemment des métiers des professionnels qui travaillent ensemble dans les équipes, hein, au niveau des établissements médico-sociaux. Mais chacun a son identité professionnelle à part entière. Et ça nécessite finalement une formation. Donc la formation de moniteur éducateur, elle est accessible sans le baccalauréat. Elle est accessible, par exemple, sur l'antenne de La Rochelle, puisqu'on a une antenne IRTS, et aussi sur le site de Poitiers. Et puis après, on va retrouver, alors voilà, je vous passe aussi quelques formations un peu plus, des formations continues, des choses un peu plus techniques, mais on va retrouver les métiers socles du travail social, éducateur spécialisé, dont vous avez nommé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, hein, voilà, c'est peut-être des professions dont vous avez entendu parler, éducateur technique spécialisé, qui là, pour le coup, sont des formations accessibles seulement avec le bac. Alors souvent, les étudiants passent par le système Parcoursup pour accéder à ces formations qui sont délivrées sur 3 ans et qui se déroulent sur Poitiers. Voilà, donc ça, ce sont nos formations, on va dire, historiques, qu'on retrouve évidemment seulement sur les sites de Poitiers. Et puis après, on a d'autres formations de cadres, d'encadrement, de management, qu'on va retrouver évidemment sur, Poitiers aussi, le CAFERUIS, le CAFDES, pour, gérer là les établissements du médico-social. Mais aujourd'hui, on est venu vous parler de la formation d'AES, puisqu'on a la chance d'avoir évidemment sur Saintes, à côté d'ici,
rue Courbiac, au 3 rue Courbiac, une antenne de l'IRTS qui propose chaque année, finalement, la formation pour les professionnels, pour les personnes qui voudraient intégrer la formation d'AES, pour, on va dire, on a 60 personnes environ qui sont formées chaque année à l'IRTS sur l'antenne de Saintes et qui intègrent la formation d'AES. Alors, pour vous la présenter, j'ai un petit diaporama que j'ai préparé, qui va vous permettre déjà de comprendre comment ça se passe. Ouais, au fur et à mesure, ça se déroule en fait au fur et à mesure. Alors, la formation d'AES, elle se déroule déjà on peut la faire en durée, c'est assez court, on peut la faire en 12 mois, ce qu'on appelle en voie directe. C'est-à-dire que là, on est finalement, on bénéficie d'un financement en région quand on l'a fait dans ce cadre-là. Donc là, on a une promotion qui a intégré d'une bonne vingtaine d'AES qui ont intégré la formation au mois de septembre. Et ils sont partis pour 1 an, voilà, avec un financement région en formation d'AES et ils termineront leur formation finalement en juin, juillet l'année prochaine. Et puis, on a une autre possibilité de faire la formation. Mélanie et Sarah font partie de cette promotion-là, qui sont la possibilité de faire cette formation par alternance. Voilà. Donc là, la possibilité évidemment d'intégrer la formation avec 1 semaine par mois en formation et 3 semaines chez un employeur. Et finalement, ça allonge un tout petit peu la durée de la formation, puisqu'on est sur 18 mois de formation et elles vont vous parler un petit peu de leur parcours de formation, de comment ça finalement ça s'est déroulé. Est-ce que vous savez déjà, on va déjà parler de ce que c'est qu'un AES avant de parler un petit peu de comment on va intégrer la formation. Est-ce que vous savez ce qu'est un AES et où, à votre avis, dans quel contexte d'intervention intervient un accompagnant éducatif et social? Est-ce que vous avez une idée de quels sont les terrains d'intervention de l'AES? La maison des gens. Là, ça peut être s'occuper des gens. S'occuper des gens. Alors oui, s'occuper des gens, effectivement, on est dans une relation d'accompagnement social, dans une relation d'aide, mais qui on accompagne quand on est AES? Les familles. Les familles. Alors, est-ce qu'on accompagne toutes les familles? Non. Enfin, on peut choisir quoi. Alors, on va choisir, mais c'est plutôt les besoins des personnes, des familles qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir finalement besoin d'un professionnel pour l'accompagner. C'était les personnes vulnérables? Des personnes vulnérables. Effectivement, on a des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui ont des situations, des difficultés, en fait, voilà, dans leur vie quotidienne et qui vont avoir besoin d'un professionnel pour les accompagner. Alors, elles sont assez larges. Donc, quand on va parler de personnes vulnérables, de qui on parle finalement? Quels sont les différents publics qu'on va retrouver en travail social? Personnes qui ne sont pas autonomes. Les personnes qui ne sont pas autonomes, exactement. Voilà, qui ne peuvent pas finalement faire seules un certain nombre d'actions dans leur vie quotidienne. Alors, on va en trouver plein, on va en parler, que ce soit au niveau de la toilette, pour manger, pour se déplacer. Voilà. Donc, il y a une difficulté qui peut être liée évidemment à l'autonomie. Alors, si on a situé un peu les problématiques de socialisation, d'autonomie, de quel public on parle? Est-ce que vous pouvez situer un peu les différentes personnes qui peuvent être concernées par le travail social, qui peuvent être en situation de vulnérabilité? Alors, je vais peut-être vous en présenter quelques-uns. Voilà. Les AES peuvent intervenir, par exemple, dans le champ du handicap, auprès de personnes en situation de handicap. Alors, évidemment, dans le champ du handicap, c'est assez large. On va retrouver les enfants en situation de handicap, alors, avec une déficience qui peuvent être évidemment de différents ordres, déficience intellectuelle, déficience motrice, déficience sensorielle. On va retrouver évidemment le public adolescent, toujours en situation de handicap, les publics adultes et les publics âgés. Donc le champ du handicap, finalement, c'est un terrain assez large et on va retrouver Mélanie et Sarah qui interviennent. Sarah interviennent en IME, en institut médico-éducatif auprès des enfants. Et puis, Mélanie, tu interviens toi dans le champ adulte auprès des adultes en situation de handicap. Donc, vous allez venir nous illustrer un petit peu l'intervention des AES dans ces contextes-là. Donc, on a le champ du handicap, d'accord. Donc, ça fait déjà un grand nombre de professionnels et ce sont essentiellement des AES qui interviennent pour accompagner au quotidien
ces enfants, ces adolescents accueillis dans les établissements. Ils ne sont d'ailleurs pas tous accueillis dans les établissements. Ils sont parfois à leur domicile, dans leur famille, mais ils ont besoin qu'on puisse évidemment les accompagner sur un certain nombre de démarches quotidiennes de soutien auprès des familles pour qu'ils puissent évidemment intégrer par exemple le milieu scolaire ou alors de bénéficier de soins. Enfin voilà, il y a vraiment toute une palette d'accompagnement, de besoins qui sont identifiés et qui sont accompagnés par les AES, que ce soit en établissement ou en milieu ordinaire. Donc on a le champ du handicap. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres publics qui sont accompagnés par les AES. On a tout le champ des personnes âgées. Dans les structures, par exemple, on va nommer les EHPAD, les établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes. On a évidemment tous les professionnels du soin que vous avez nommés tout à l'heure. Donc ça peut être les infirmières, les aides-soignantes, parce que ces personnes-là ont besoin de soins, évidemment, liés à des pathologies qui vont être diverses et variées. On pense souvent à la maladie d'Alzheimer ou à la maladie de Parkinson, mais il y a énormément effectivement de besoins de soins pour les personnes qui sont accueillies en EHPAD et qui sont en perte de dépendance, mais ce sont aussi des lieux de vie, les EHPAD. Et on a besoin évidemment de considérer la personne dans son intégralité. Donc il faut pouvoir évidemment apporter cette dimension globale de la personne avec des supports d'animation, avec un accompagnement qui va penser la personne dans toute son intégralité. Et ça, c'est le rôle évidemment des AES au sein des EHPAD. Donc on a beaucoup de professionnels AES diplômés qui interviennent évidemment dans le champ des personnes âgées. Alors on a nommé pour l'instant 2 champs et il en reste encore 2 autres. Vous voyez, ça laisse une palette assez large pour les professionnels qui interviennent AES dans le champ du travail social. Le handicap et les personnes âgées. On a la protection de l'enfance aussi. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Tous ces enfants, adolescents, qui peuvent être victimes finalement de violences, voilà, dans leur famille, et qui ont besoin finalement, qui bénéficient de mesures de protection et qui peuvent être accueillis aussi dans des établissements médico-sociaux. Je pense à des maisons d'enfants à caractère social. Et là aussi, il faut les accompagner. Donc on a des professionnels, ce sont en partie des moniteurs éducateurs qu'on va retrouver dans le terrain de la protection de l'enfance, mais aussi de plus en plus des AES, accompagnants éducatifs et sociaux, pour les accompagner à pouvoir finalement grandir dans des conditions en tenant compte de leurs besoins spécifiques, de leurs difficultés, mais avec des professionnels formés évidemment dans le travail social. Donc on va retrouver aussi des AES qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance. Et on va retrouver un 4e public, parce que c'est pas tout, le champ du travail social il est assez large. On va retrouver aussi tout ce qui est de l'ordre de l'urgence sociale, donc tous ces professionnels qui peuvent intervenir auprès de publics cibles. Je pense notamment à des personnes à la rue, en errance sociale. Elles vont avoir le cours cet après-midi d'ailleurs sur la question de l'exclusion sociale, pour toutes ces personnes qui se retrouvent finalement en situation de marginalisation et qui ont besoin d'accompagnement, de soutien, de démarches, avec des professionnels qui vont les guider, les accompagner aussi physiquement vers les structures et les soins adaptés. Donc voilà à peu près. Alors je pense aussi aux femmes de victimes de violences. On a plusieurs publics cibles qui peuvent être accompagnés dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ce qu'on appelle les CHRS, dans lesquels les AES prennent aussi de plus en plus de place. Donc vous voyez, le travailleur social, il va trouver évidemment dans sa carrière professionnelle, dans sa pratique professionnelle, plein d'opportunités, plein de possibilités de pouvoir finalement déployer ses compétences dans un domaine, mais aussi dans un autre. On peut, ça a été mon cas d'ailleurs, moi je suis une ancienne éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans le champ de la protection de l'enfance, j'ai travaillé dans le champ de l'urgence sociale auprès des sans-domicile fixe, j'ai travaillé dans le champ du handicap, donc on peut varier finalement les interventions sociales et les contextes d'intervention tout au long de sa carrière. La formation aborde les 4 champs ou il y a une option à choisir? La formation, elle est généraliste. C'est pour ça que je vais vous en parler aussi dans sa construction, pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce que vous allez y retrouver finalement à l'intérieur de la formation. Peut-être que je vais laisser parler, parce que moi j'ai tendance à parler peut-être un peu beaucoup. Donc je vais laisser parler, je vais prendre déjà la question et puis ensuite après je vais laisser présenter un petit peu les 2 étudiantes dans ce qu'elles peuvent aussi vivre sur leur terrain et voilà les contextes d'accompagnement que vous avez vous.
C'est à partir de quel âge la formation? Alors la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais la représenter aussi de manière un peu plus précise, elle est ouverte en voie directe et aussi en alternance. Et quand elle est ouverte en alternance, elle est ouverte à l'apprentissage. Donc cette année, on a accueilli une très très jeune professionnelle qui avait 16 ans. Voilà, parce que l'apprentissage est ouvert aux jeunes dès 16 ans. C'est 16 ans, 30 ans, sauf pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH, qui sont en situation de handicap. Et là, pour le coup, l'âge de 30 ans n'est plus un frein. Voilà, on peut intégrer la formation. On en a d'ailleurs dans le groupe des personnes qui ont des RQTH et qui peuvent intégrer la formation par le biais de l'apprentissage, en dehors de l'âge de l'âge limite des 30 ans. Voilà. Mais on peut aussi la faire en alternance. On peut faire la formation en alternance pour des personnes qui sont en CDD, des personnes en contrat professionnalisation. Il y a plein de portes d'entrée pour la formation en alternance. Est-ce que c'est bien clair, du coup, la différence entre les différentes modalités de formation? Parce que Oui, il y a effectivement l'alternance. Donc là, ça veut dire que vous êtes, alors vous m'arrêtez si je dis Oui, des oui, bêtises, oui. Ça veut dire que vous êtes en contrat avec un employeur qui vous envoie en formation et pour vous diplômer. Donc là, c'est un contrat de travail et vous avez vous êtes un coup chez l'employeur, un coup en formation. Bon, voilà, ça, on a l'habitude de ça. Après, il y a la modalité, vous êtes déjà employé et l'employé, mais sur un contrat plus long que le contrat d'apprentissage, pour le coup, un Oui. contrat classique, et on vous diplôme en cours de route. Et il y a un financement aussi région, où là, cette fois-ci, vous allez en centre de formation, et quand vous allez en entreprise, vous allez en stage. Ces deux modalités peuvent convenir à des personnes. Enfin, voilà, les profils peuvent être complètement différents. Il y a des personnes qui vont souhaiter faire la formation dans une temporalité plus rapide, en se disant en 1 an, je boucle la formation, et en même temps, la formation est payée par la région. Donc, finalement, pour moi, c'est cette formule qui me convient le mieux. Et je ferai des stages, parce que quand on est en formation en voie directe, on a aussi des stages qui sont plus longs, parce qu'on n'a pas le terrain comme pratique professionnelle. Donc, on a cette... mais il faut effectivement, pendant la durée des 1 an, bénéficier de prestations chômage, par exemple, parce qu'il faut bien vivre aussi pendant cette année-là, même si la formation est payée par la région. Il faut que les professionnels, que les étudiants puissent, entre guillemets, faire leur année en ayant les moyens de la faire. C'est la raison pour laquelle on a aussi ouvert évidemment cette formation à l'alternance, ce qui est le cas des deux étudiantes qui sont ici, puisque en bénéficiant effectivement de cette deuxième formule qui est la formation par le biais de l'alternance, là on a évidemment, on est salarié chez un employeur du médico-social qui vous rémunère parce que vous êtes en emploi. Et il vous rémunère aussi et paye aussi la formation. Donc, ça veut dire que là, vous êtes évidemment avec la formule que tu as présentée, c'est-à-dire que 1 semaine en formation et 3 semaines en emploi, ça veut dire aussi que le stage long est reconnu comme étant le terrain employeur. Voilà. Et qu'on allonge un tout petit peu la durée de la formation parce que, évidemment, il y a cette présence qui est beaucoup plus soutenue et conséquente chez le terrain employeur. Comment? Oui, alors vas-y, Mélanie, venez ici, les filles. Voilà, pour expliquer un petit peu. Donc vous, toutes les deux, vous avez commencé votre formation il y a 1 an. Alors, oui, je vais commencer. Donc, je me présente, je suis Mélanie. Donc, j'ai intégré la formation à l'IRTS en septembre 2023. Donc, ça fait 1 an que j'y suis. À la base, je voulais la faire en formation continue. Donc, pour vous expliquer, la formation continue, on est 12 mois à l'IRTS et dans ces 12 mois, il y a des stages à faire dans plusieurs structures où vous souhaitez le faire. J'ai eu une proposition d'un contrat en alternance. Donc, j'ai opté pour ce contrat-là pour pouvoir avoir aussi un salaire derrière et financièrement, ça me correspondait un peu mieux. Donc, j'ai commencé, j'ai travaillé, je suis actuellement à l'association de l'EIRC, donc à Château-Bernard, ce qu'on appelle les Voselles. Je suis sur un foyer occupationnel. Avant ça, j'ai fait de l'insertion en IME. J'ai fait un foyer de vie et j'ai aussi fait mon stage pendant ma formation en maison de retraite. J'ai touché presque tout le secteur d'Hyper-Virginie. Ouais. Là, on touche quasiment à la fin de la formation. On est en octobre. Dans 2 mois, on va rendre ce qu'on appelle nos blocs. Ça va vite, 18 mois. Ça va très très vite. Je vous assure qu'on ne le voit pas passer, surtout 1 semaine par mois, c'est très très court quand même.
On fait plein de connaissances. Le terrain est agréable, si on trouve la bonne structure. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Quel est le public qui t'accueille? J'y allais arriver, merci Virginie. Je suis sur un public de personnes adultes en situation de handicap. Donc, c'est des gens qui sont ce qu'on appelle invalides, donc nous ne travaillons jamais. On a un profil avec de la déficience intellectuelle, de l'autisme et de la trisomie. Donc, c'est assez varié. Ils ont entre 20 ans et 60 ans. L'âge est assez large. Et je suis sur une résidence où ils sont 9. Et je suis au quotidien. Donc, c'est-à-dire que c'est 365 jours par an auprès de leur quotidien. Donc, je les aide à... Alors, je les accompagne plutôt, je préfère. Oui. Je les accompagne donc dans leur vie de quotidienne, donc à les habiller s'il y a besoin, à préparer les valises s'ils partent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les accompagne au repas, à leurs rendez-vous médicaux, à prendre leur traitement. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire dans leur quotidien. Je les accompagne à leur animation, à leur sortie. Donc, en fait, on vit tous un peu en collectivité, tous ensemble. Avec un temps de travail. Avec un temps de travail, oui. Tu les accompagnes finalement dans le cadre de leurs projets C'est ça. personnalisés. Ils ont un projet personnalisé qu'on définit pour 2 ans ou 1 an selon les personnes. Et on choisit des thèmes. Donc, par exemple, l'apprentissage de l'utilisation d'un téléphone portable, par exemple. C'est un truc tout bête, mais il faut leur apprendre comment s'en servir, comment prévenir en cas de danger, etc. Donc, c'est des choses à mettre en place qu'on fait tout le long de l'année pour pouvoir après qu'ils puissent s'en servir en autonomie sans être réellement accompagnés. L'enjeu, c'est de les accompagner vraiment, être le plus autonome possible et de bien identifier les besoins spécifiques de chacun et de pouvoir y répondre aussi en équipe. Parce que l'AES, il travaille en équipe. Oui, je travaille avec une monitrice éducatrice, un chef de service, un directeur de pôle et tous les collègues qui sont autour. Donc, et les partenaires extérieurs, puisque nous, on n'est pas médicalisés. Donc, on a des partenaires extérieurs type les médecins traitants, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes, les psychologues, les psychiatres, etc. Voilà. Bon, merci. On reviendra après sur la dimension de la formation. Mais juste peut-être, Sarah, pour illustrer toi aussi ton contexte d'intervention. Voilà, où est-ce que tu travailles Et puis ton parcours aussi, c'est intéressant parce qu'avant d'être là, tu étais là aussi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, je m'appelle Sarah. J'ai fait d'abord un bac ST2S, donc santé sociale, où mon objectif d'abord était de devenir EduxP. J'ai pas réussi les concours, Parcoursup, un peu compliqué. Donc, je me suis ensuite dirigée en formation CAP petite enfance, le temps de me laisser 1 an pour réfléchir à quel diplôme je peux faire, vu que mon objectif, c'était vraiment de travailler dans le handicap. Donc après mon diplôme, je suis passée en formation AES, où je n'avais toujours pas de patron. Donc j'ai passé le concours pour la formation initiale aussi, au cas où. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un patron dans la semaine où j'ai passé mon concours d'ailleurs. Voilà, et je suis actuellement en IME à Saint-Savinien, à la Vigerie, où je travaille avec des enfants entre 6 et 20 ans, avec déficience intellectuelle légère à moyenne, et des troubles du comportement qui peuvent être associés. On accueille les enfants du lundi au vendredi, de 9h à 16h, avec un internat possible le soir pour certains, en fonction de leur projet. Le but, c'est de les accompagner. Alors, on fait tout au long de la journée, on fait des activités éducatives. On apprend plein de choses. Cette année, par exemple, on fait la création de bougies, de bracelets pour pouvoir les vendre dans un marché de Noël et pouvoir faire un voyage scolaire à la fin de l'année sur 2-3 jours, ce qui nous permet d'avoir un but de ce qu'on fait. Il y a plein de petites activités comme ça. Je travaille avec des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des psychologues, ergothérapeutes à part. Il y a une infirmière, tout le champ paramédical. Et nous avons, nous, un pôle IMPro. Donc, on permet aux jeunes de commencer à trouver un travail professionnel qui pourront aller après. Par exemple, chez nous, il y a de la cuisine. Donc, les jeunes montent en IMPro dans un temps dans la semaine pour faire de la cuisine, apprendre à cuisiner, où il y a de la menuiserie, espace vert. Il y a vraiment une large possibilité de travail. Et les jeunes sont plutôt autonomes, ce qui est plutôt très agréable.
je vais donner les points forts de ce métier, hein, honnêtement. On travaille du lundi au vendredi. On a la moitié de nos vacances scolaires, les 15 jours à Noël. Bon, il n'y a pas que des contraintes, Non, c'est ça que il tu n'y a veux pas dire. que des Voilà. contraintes. Voilà, il y a Ce sont ça des peut être contraignant au niveau personnel, au niveau, on manque de personnel entre les arrêts. On a 45 jeunes à fournir sur un poste où on n'est que 7 éducateurs, donc ça peut être très contraignant avec des troubles Ce de sont des comportement. métiers qui manquent aujourd'hui cruellement de professionnels. Donc, il y a vraiment besoin de. Je pense qu'on a peut-être dû vous le dire dans les voilà dans vos rencontres avec vos conseillers emploi. Il y a un manque d'effectifs important dans le médico-social, hein, pas que dans le social, mais dans tout le secteur en général. Et évidemment, les professionnels qui ont envie de s'engager sont les bienvenus. Et on Voilà. a besoin d'hommes. Ce qui explique aussi que l'entrée en formation est beaucoup plus facile aujourd'hui, il faut le dire hein, très clairement, qu'elle l'était il y a déjà quelques années, hein, puisque c'est un métier qui manque, enfin qui a un défaut d'attractivité en fait, hein, et on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à intégrer les formations et à trouver un poste sur le terrain, parce qu'il y a des postes à peu près partout. Voilà, toutes les équipes, moi je ne croise pas une équipe de professionnels qui est au complet. Hein, quel que soit le secteur. Donc évidemment, il y a des places à prendre, si on doit dire les choses comme ça, pour tous les professionnels qui ont envie de s'engager. Hein, parce que évidemment, on n'est pas sur n'importe quel emploi. Ce sont des métiers d'accompagnement de personnes, des métiers de l'humain, hein, porteurs de sens aussi, mais dans lesquels il faut se sentir à sa place, il faut se sentir évidemment en adéquation avec les valeurs, avec ce qu'on va attendre de vous dans l'accompagnement des différentes personnes. Donc il y a des difficultés parce qu'il manque de professionnels sur le terrain et en même temps, c'est aussi une opportunité pour vous d'en trouver parce que vous avez trouvé facilement finalement aussi vos contrats, vos terrains employeurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a vraiment le choix entre les deux profils, entre le choix des voies directes de faire la formation sur une durée courte ou de trouver un employeur, parce que ce soit dans le secteur du handicap ou le secteur des personnes âgées, si vous cherchez, vous allez évidemment trouver le terrain employeur qui va vous recruter, que ce soit en alternance ou en contrat professionnalisation, pour vous permettre de trouver votre place et de vous former finalement dans le travail social. Je vais poser une question plus ou moins naïve parce que en tant que conseiller, la demande que j'ai le plus, j'en ai même quelques-unes dans l'assistance là, c'est d'aller travailler auprès des enfants. Ah, oui. C'est la demande vraiment majoritaire, elle est énorme. Alors déjà, vous avez dit qu'apparemment on peut travailler avec l'enfance d'une certaine manière. Oui. J'imagine qu'il y a des ponts de toute façon entre ces différents métiers dont vous parlez, ces différents secteurs. Oui. Voilà. Bien sûr. Déjà, on peut. Alors, c'est vrai que le travailleur social, hormis l'éducateur jeunes enfants qui lui travaille sur la petite enfance, hein, donc sur les 0-6 ans, et il va travailler dans toutes les structures type crèche, pouponnière, qui sont vraiment dans l'accueil spécifique de la petite enfance. Tous les autres travailleurs sociaux vont plutôt être sur de l'accueil du 6 à partir de 6 ans. Voilà. Et puis évidemment, vous avez vu que les publics, on est sur les publics enfants, publics ados, publics adultes, etc. Donc on a une possibilité évidemment de travailler dans le secteur de l'enfance, de l'adolescence, dans le secteur spécialisé avec des enfants avec des besoins spécifiques. C'est une possibilité. En règle générale, ça peut être la porte d'entrée. C'est vrai que j'entends beaucoup, moi, en sélection de jeunes professionnels et de moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie de travailler dans l'accompagnement des enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des stages qui permettent de découvrir d'autres publics et finalement de comprendre que oui, après je vais remettre mon code, qu'on peut aussi trouver beaucoup d'intérêt dans l'accompagnement de d'autres publics et que c'est aussi aussi intéressant, voilà, aussi. Alors, quand on rentre en alternance, je n'ai pas bien compris tout à l'heure quand vous avez expliqué, on a un employeur, donc le public est restreint finalement. Ou avant, au préalable, il y a quelques stages. Il y a un deuxième stage. Alors, c'est vrai que je n'ai pas déroulé tout le PowerPoint. Je vais peut-être le reprendre un peu après pour vous rappeler, pour synthétiser un petit peu la formation. Mais que ce soit, alors quand on est en voie directe, on a 2 stages longs, donc auprès de 2 publics différents. Qu'on choisit. Alors, évidemment, les formateurs ont un réseau professionnel assez large, donc personne ne reste sans stage.
C'est jamais arrivé, ça. Voilà. Mais effectivement, l'intérêt, c'est que les stagiaires, les étudiants puissent choisir par affinité des publics, des contextes d'intervention qu'ils ont envie de découvrir. Donc, quand on est en voie directe, on va choisir 2 stages, ça fera à peu près 3 mois de stage sur la durée de la formation, donc ça reste assez long, et on va les choisir. Quand on est en situation d'emploi, évidemment, le terrain d'employeur, il est reconnu comme premier lieu de stage. Mais on a la possibilité, c'est ce que disait Mélanie, et ça a été aussi ton cas pour faire un stage, on a un stage de 140 heures. Alors c'est vrai que c'est assez court, 140 heures, mais ça laisse quand même la possibilité d'aller découvrir un autre public. Quand on est par exemple dans le champ du handicap et qu'on a envie de découvrir la protection de l'enfance, on a cette possibilité-là de le faire sur une durée. Formation, pardon. Comment? Avant d'intégrer la formation ou Non, pendant la formation. D'accord. Pendant la formation. Ce qui laisse la possibilité finalement d'avoir, de diversifier un petit peu le regard qu'on peut porter évidemment sur les publics accompagnés, quoi. Voilà. Je vais peut-être faire un petit retour sur la formation pour vous dérouler à peu près je vais mettre mon code, c'est ça, hein. Voilà. Rapidement, même si j'avais pas envie non plus de mais ça peut être intéressant pour vous de savoir ce qu'il y a en termes de contenu de formation. Hein. Pendant que vous fassiez ça, Oui. ce que je voulais dire par là, sur le coût de l'enfance, là, et sur le fait que vous disiez qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, c'est que d'abord, le métier, là, permet de toucher à plusieurs choses, mais c'est aussi un moyen de faire le lien avec votre projet sur un plus long terme aussi. Oui. Parce que là, il se trouve qu'il y a de l'emploi. Donc, on peut commencer par là. On se familiarise avec des gestes et des pratiques et un milieu qui sont les mêmes que ceux qu'on va retrouver quand on va travailler avec des enfants. Et après être passé par une expérience de ce côté-là, on peut après basculer. Alors bien sûr, c'est vrai que moi j'en suis la preuve vivante, puisque j'ai été éducatrice spécialisée, puis après je suis passée chef de service, et puis après et je suis formatrice aujourd'hui. Donc on peut finalement, et j'ai aussi navigué auprès de plein de publics différents. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on reste pas j'allais dire, on reste pas arc-bouté sur un poste. Il y a tellement d'opportunités, finalement, que ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas pouvoir diversifier finalement ses expériences professionnelles. Moi, je vois d'ailleurs beaucoup d'étudiants qui sont passés par une formation d'AES qui ne nécessite aucun diplôme au départ. Voilà, il n'y a pas de prérequis finalement pour intégrer la formation d'AES. Donc quand on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas forcément le parcours scolaire qui correspond, etc., c'est une porte d'entrée qui peut tout à fait se faire, qui se fait pour beaucoup de professionnels. D'ailleurs, on rencontre même parfois des directeurs d'établissement qui sont passés par la formation d'AES, chef de service, parce que c'est une première marche, une première possibilité déjà d'intervenir dans le médico-social, vous voyez, avec une formation relativement courte, finalement, parce qu'on est sur 12 mois ou 18 mois, donc c'est très très vite, ça se déroule finalement assez vite dans un parcours professionnel. Et puis ensuite, qui sont passés moniteurs-éducateurs, j'en ai quelques-uns, la question en formation de moniteur-éducateur sur La Rochelle, et puis après, qui font les passerelles, parce qu'avec avec la voie de la VAE, on peut aussi faire valoir une fois qu'on est sur le terrain et qu'on a une expérience et des diplômes d'État, on peut effectivement, on développe des compétences sur le terrain et on peut les faire valoir aussi pour passer plus rapidement sur une formation, sur un parcours ou sur un autre. Donc c'est évidemment intéressant de se dire que cette formation-là, elle peut faciliter aussi l'accès vers d'autres. Moi, j'en ai qui préparent déjà les concours de ME l'année prochaine. Il y en a déjà 2, mais il n'y en a pas que 2 qui vont le faire dans leur parcours professionnel. Donc ça, il y a une possibilité d'ascension sociale, d'ascension professionnelle qui est présente dans ce secteur-là. L'expérience est valorisée, au contraire. Moniteur-éducateur ? Ouais, le ME. Le moniteur-éducateur, lui, il n'intervient pas dans le champ des personnes âgées. On ne va pas le retrouver sur ce terrain professionnel. C'est une formation qui est sur 2 ans, qui est plus sélective en termes d'entrée, pour le coup, parce qu'on monte une marche par rapport à la formation d'AES. Donc, elle est sur une durée un peu plus longue. Elle se déroule sur La Rochelle. Et là, on va retrouver davantage des professionnels qui interviennent dans le champ du handicap et dans le champ de la protection de l'enfance. Voilà. Il y a un concours pour intégrer. Oui, alors, on n'a pas parlé des concours. Voilà, je vais en parler rapidement au niveau des concours. Comment on rentre à l'IRTS, comment on rentre en formation d'AES ?
Bon. Si vous avez un employeur, il n'y aura pas de sélection. C'est la bonne nouvelle. Si vous avez un contrat pro, ça a été votre cas depuis la réforme de 2021, vous êtes admis de droit. C'est-à-dire que vous allez rentrer en formation. Alors, moi, je vais vous rencontrer quand même parce que je suis formatrice auprès des AES, pour faire connaissance, voilà, un petit peu avant la formation. Mais vous avez votre place qui est réservée en formation sur Saintes, par exemple, si vous voulez la faire sur Saintes. Voilà, si vous êtes en apprentissage, en contrat pro, enfin tout ce qui est de l'alternance. Voilà, ça veut dire que vous avez un employeur qui va vous rémunérer, vous allez sur cette formule d'alternance pendant 18 mois. Si vous êtes en voie directe, comme nous avons que 50 places financement région pour Poitiers et Saintes, bah là, il y a une sélection. Alors cette sélection, je vais vous donner quelques secrets. Ça sera plus des secrets parce que ça va être sur la voie de... ça va être maintenant sur les réseaux sociaux, mais bon, je vous les donne quand même à vous en direct. Bah, il se passe quoi? Effectivement, nous, on vous reçoit en entretien, il y a un professionnel et il y a un formateur. Ça dure 20 ou 30 minutes, c'est très rapide, mais l'idée, c'est de vérifier votre projet professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous venez faire ici? Est-ce que vous avez un petit peu pris des connaissances sur le métier d'AES? L'idée, c'est que vous puissiez ne pas vous tromper, vous, sur ce choix de formation et sur ce choix professionnel. C'est important. Et puis, nous, on vient vérifier si vous êtes prêt finalement à pouvoir intégrer cette formation et à pouvoir intégrer après des terrains professionnels en stage. Il est là, en fait, l'enjeu, majoritairement. Hein. Et pourquoi on est en alternance et qu'on n'a pas encore trouvé le patron? Ah, je vais vous donner quelques tuyaux aussi. Et qu'on n'a pas encore trouvé le patron. Oui, alors, comment on fait? Stratégiquement, c'est vrai que c'est intéressant, votre question. C'est que quand on n'a pas... Alors, les rentrées se font au mois de septembre-octobre. Voilà. On a décalé exprès la rentrée, c'est-à-dire les voies directes, ceux qui passent un peu par sélection sans patron. Hein, c'est septembre. Les autres, c'est au mois d'octobre. Ça laisse la possibilité aussi de signer un contrat et de trouver un contrat employeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contrat employeur, vous passez le concours. Et puis si entre-temps vous trouvez un employeur, finalement vous pouvez basculer d'un statut à un autre. Vous pouvez passer du statut voie directe, si ça ne vous convient pas et que vous préférez le faire en alternance avec un salaire, en situation d'emploi. Mais en général, c'est un parcours qui se construit un peu avant. Moi, je vous invite aussi à profiter, à vous rapprocher de vos conseillers emploi, que ce soit Mission Locale ou France Travail, pour commencer à faire quelques stages en immersion. Voilà, parce que ce qu'on vient aussi vérifier un petit peu en sélection, c'est est-ce que vous avez un petit peu une idée de ce que c'est que la réalité du métier, hein, l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, est-ce que vous avez déjà poussé la porte d'un IME ou d'une structure qui accueille des personnes en situation de handicap pour voir comment ça se traduisait dans le quotidien. Et ça, c'est important aussi de pouvoir le faire avant d'arriver en formation, parce que vous allez quand même vous engager pour une durée de 12 mois, 18 mois dans un métier. L'idée, c'est que vous ne soyez pas une fois après votre arrivée en formation, vous réalisiez que ça ne vous convenait pas. Mélène, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour le coup, je peux vous parler de mon expérience, puisque avant d'être dans cette formation, j'étais secrétaire médicale, donc strictement presque rien à voir. J'ai décidé de faire une reconversion. Pour faire ma reconversion, j'ai été aidée par la mission locale. Alors là, pour le coup, c'est pas simple, mais il n'y a pas d'importance, mais j'ai pu faire un stage, c'était qu'une semaine, mais dans une structure, ce qu'on appelle une MEX, donc une maison à caractère social, d'une semaine pour découvrir réellement le terrain, voir si ça plaît, si ça plaît pas. Effectivement, pour ma part, si on n'en fait pas, je pense que ça peut être compliqué de rentrer en formation si on n'a pas un tout petit peu de terrain quand même et de connaissances dessus. Si vous commencez un peu à vous renseigner, ce qu'on appelle le concours, alors... On a l'impression que c'est un truc horrible. Non, vous inquiétez pas. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec des professionnels et des intervenants. Ça dure 20 minutes à peu près pour parler de ce que vous avez vu, ce que vous connaissez, ce que vous avez envie de développer par rapport à cette formation-là. Et ça peut vous ouvrir pas mal de portes et de possibilités. Une fois que le concours a été accepté, pour le coup, j'ai fait les deux. J'ai fait ME et AES. Justement, je me suis laissée sur l'AES pour commencer. C'est quelque chose où si c'est vraiment un truc qui vous plaît et que vous avez vraiment envie de faire ça, c'est facile d'accès. Vraiment. Il n'y a pas de pression à se mettre. On ne ferme aucune porte.
Voilà, l'idée, c'est d'accueillir tous ceux qui ont envie de venir faire ce métier-là et qui se sentent prêts pour le faire. Et évidemment, quand on a une petite semaine d'expérience professionnelle ou qu'on a déjà commencé à rencontrer, même pour échanger avec des AES sur le terrain. D'ailleurs, je vous invite à venir à l'IRTS si vous voulez le faire pour rencontrer les étudiants qui sont là, mais d'autres étudiants aussi, hein, pour voilà, échanger un petit peu sur ce qu'ils vivent sur le terrain. Voilà, vous êtes entre guillemets les bienvenus hein, sur cette formation et dans ces métiers-là. Vous avez bien compris qu'on a besoin de professionnels et l'idée, c'est pas de fermer des portes, mais que vous puissiez quand même venir de manière éclairée. Voilà, c'est quand même important. Même pour les plus jeunes, les mineurs? Oui, bien sûr. Alors là, c'est évidemment que par la voie de l'apprentissage que ça peut se faire. Hein, quand on est mineur, on bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour pouvoir intégrer le secteur. Et ça ne pose pas de souci puisque sur les terrains professionnels et en formation, vous êtes accompagné. Voilà, on vous laisse pas seul. Ça marche pas pour les mineurs sur la formation région? J'ai un petit doute là du coup, mais je crois J'ai pas. un doute, ouais, Ouais. mais Je crois qu'on n'en a pas. faudra vérifier. Ouais, je crois qu'on n'en a pas. Ok. Ça s'est pas présenté en tout cas. Donc, Oui, après, c'est peut-être pas la modalité la plus après, c'est appropriée. vrai que l'arrivée en formation, en général, il se fait avec une petite expérience de vie. Enfin, voilà, Bien sûr. on a des gens de tous les âges d'ailleurs en formation. C'est ça qui est aussi intéressant à dire, c'est qu'on a à la fois des personnes qui sortent des parcours scolaires, mais beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle aussi. C'est ça aussi toute la richesse de nos promotions en formation, c'est qu'on est vraiment sur des échanges, voilà, sur une grande diversité des profils avec des personnes qui ont parfois exercé des métiers dans l'hôtellerie, dans le service, c'est très divers, hein, voilà. Et dans cette reconversion professionnelle, il y a peut-être une recherche de travailler autour d'un métier qui fasse sens, de se rendre utile dans la relation à l'autre. Souvent, c'est ce que j'entends moi dans les entretiens un peu de sélection. Et bah, du coup, ça les a conduits à pouvoir rejoindre ces métiers du travail social. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, là, quand on n'a pas d'employeur, il y a quelque chose que, enfin, par expérience, je vois les jeunes faire quand ils cherchent un contrat d'apprentissage dans ce domaine-là. Quand vous faites vos recherches, en général, vous cherchez ce que vous cherchez, pour le coup, contrat d'apprentissage AES. Mais, comme a dit madame, il y a beaucoup d'offres pour ce métier-là, pour des contrats classiques. S'il y a une offre pour un contrat classique, ça veut dire qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin, c'est un bon endroit pour aller faire un stage. Et une fois que vous êtes dedans, si ça se passe bien, on peut parler du contrat d'apprentissage. On n'est pas obligé de chercher l'offre en contrat d'apprentissage d'emblée, même si effectivement, si vous la trouvez, tant mieux. Mais il y a un autre biais pour passer dessus. Comme il y a de la demande, c'est stratégique. Voilà, on peut passer par l'offre d'emploi, vous rentrez dans l'entreprise, je sais que vous avez un besoin, j'aimerais bien découvrir. Vous rentrez dedans, et une fois que vous êtes dedans, on peut commencer à en discuter, puis après vous pouvez vous appuyer sur nous, sur la mission locale ou sur France Travail pour même venir nous faire voir. le bilan. Parce que moi, j'en reçois alors parfois par le biais des conseillers mission locale, mais pas que. Hein, parfois, c'est des candidatures, des gens, des démarches spontanées. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que nous, on a le réseau. On sait les employeurs qui cherchent des contrats pro ou des contrats d'apprentissage chaque année. Et en plus, on travaille. Alors pour ce qui est de l'apprentissage, on travaille avec le CFA santé sociale à Niort, qui lui recherche les employeurs. Donc parfois, ça arrive tout cuit, entre guillemets. Voilà. Donc on a beaucoup d'associations là qui, dans le secteur du handicap, mais aussi dans le secteur des personnes âgées. Alors c'est plus au secteur du handicap. Là. On a peut-être les 2/3 là, des étudiants qui arrivent dans le secteur du handicap aujourd'hui, pour lesquels nous on sait que chaque année ils vont proposer 2-3 contrats d'alternance. Donc évidemment ceux qui auront fait les stages en immersion avant, qui se seront un petit peu positionnés sur des remplacements, ils vont passer en première ligne. Ils vont passer parce qu'ils se seront déjà fait connaître entre guillemets. Donc ils ont fait plus de démarches. Ils ont fait plus de démarches et puis en plus ils ont fait leur place dans la structure. Donc si on doit miser entre guillemets sur investir sur un jeune professionnel et investir dans sa formation au niveau de l'équipe, on va d'abord lui proposer à lui ou à elle. Vous voyez, c'est quand même assez stratégique. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir ou à venir me voir à l'IRTS sur l'antenne de Saintes pour voilà, bénéficier un petit peu de ce réseau professionnel qu'on va pouvoir vous apporter. Comment tu avais trouvé toi, Sarah, ton contrat ? Moi, mon contrat, alors moi, c'est particulier parce qu'avec mon lycée,
on était en partenariat Ouais. avec l'ADEI, donc les coteaux, Oui. à Saintes. Et le directeur me connaissait très bien, donc j'ai envoyé mon CV là-bas et il m'a transféré où il y avait une place. Mais Tu t'es fait connaître quand même voilà, avant, j'ai quoi, été hein, connaître voilà. avant, mais c'était un partenariat, donc il me Bah, connaissait quand il a vu le parcours. Voilà. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup ils sont 20, voilà, vous êtes 17 là sur cette promo-là, mais il y en a 20 qui vont rentrer là, dans 2 semaines, qui vont faire leur rentrée en formation. J'ai regardé déjà les employeurs, voilà, qui avaient adressé les personnes en emploi. C'est assez divers et varié, et je crois que tous n'ont pas réussi à recruter, pour vous dire les choses, le nombre de professionnels, de contrats en alternance qu'ils avaient à offrir. Donc on en est plutôt là aujourd'hui. Donc si vous avez effectivement ce projet professionnel, la difficulté, ça ne va pas être de trouver le terrain employeur. Du tout. Voilà, ça ne sera pas cette difficulté-là. Ça, je peux déjà vous le dire. Par expérience, surtout dans le contexte actuel depuis le Covid, où on est vraiment dans un manque d'effectifs des professionnels. Je vais peut-être vous faire un petit rapide. Ah oui, tu voulais... Oui, pardon. Oui, vas-y. Il y a aussi, alors, pour ma part, je suis passée par des boîtes d'intérim pour pouvoir trouver aussi les différents contrats que j'ai pu faire. Oui. Donc, ce qui m'a fait voir plusieurs structures pour le coup. Ça fonctionne aussi. Il n'y a pas besoin d'être diplômé. Alors, c'est controversé, mais il n'y a pas besoin d'être diplômé pour être intérimaire, pour travailler auprès de personnes suivant les situations. Là, il y a des secteurs qui vont recruter plus que d'autres, forcément. Les maisons de retraite, les foyers occupationnels, ils sont tous en rade, clairement, de professionnels. Je vous invite à regarder aussi les boîtes d'intérim parce qu'on est tous dans les mêmes situations dans nos travails actuels, c'est-à-dire qu'on est en manque de personnel et c'est compliqué. Si vous arrivez à faire un peu d'expérience là-dedans, comme je vous ai dit, ça vous ouvrira des portes. Alors, les mineurs ne sont pas concernés, je suis désolée, mais voilà, c'est aussi des moyens de se faire de l'expérience. L'intérim, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des mois et des mois. Vous pouvez faire une journée, si ça vous plaît, vous y retournez, si ça vous plaît pas, voilà, c'est un choix aussi à faire. Je suis passée par là, j'ai vu quand même pas mal de choses. Après, on arrive à faire son orientation, mais effectivement, il y a des demandes. Il y a une boîte d'intérim qui est quand même assez connue qui s'appelle Recruter Ensemble. Sans en faire la publicité, ils sont spécialisés dans le secteur médico-social. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être cette boîte d'intérim. Et effectivement, à l'initiative de la création de cette boîte d'intérim, ce sont des grosses associations du médico-social qui cherchaient des professionnels à recruter et qui ne trouvaient pas. Donc, elle propose des contrats en intérim, mais pour leurs propres associations, quoi. Donc, c'est vraiment un moyen très efficace de se faire connaître et de se faire recruter ensuite pour pouvoir intégrer Alors, l'intérim, ça peut être intéressant pour démarrer dans le métier, mais après, si vous voulez travailler avec un contrat, j'allais dire pérenne, un CDI, hein, pour dire les choses, il faut être diplômé d'État. Tous les métiers du travail social, pour être embauché dans les structures, il faut être diplômé d'État. Voilà, il y a un diplôme d'État. D'ailleurs, c'est pour ça que la formation d'AES que vous pouvez être amené à suivre demain, elle va vous conduire finalement, au final, à la préparation du DE, hein, du diplôme d'État, d'AES, pour pouvoir exercer, pas simplement sous la forme d'un contrat temporaire, d'intérim, mais pouvoir exercer pleinement votre métier d'AES sur le terrain. Comment ? J'arrive pas. Ouais, bah oui, si, il faut pouvoir être diplômé. Alors, je vais revenir rapidement sur la formation d'AES pour que vous puissiez voir un petit peu une fois qu'on a intégré. Alors, pour intégrer la formation d'AES à l'IRTS, vous allez sur le site IRTS Poitou-Charentes, pas Nouvelle-Aquitaine, hein, IRTS Poitou-Charentes, et là, vous allez à s'inscrire. Vous allez vous inscrire et ça va vous permettre, que vous soyez en alternance ou en voie directe, de recevoir les convocations, entre guillemets, pour pouvoir intégrer la formation chez nous. Allez voir sur notre page internet. Hein, alors, j'ai des petites... ouais, tu pourras les distribuer. J'ai des petites plaquettes aussi papier avec les liens internet. Ça va vous donner déjà quelques tuyaux et les numéros de téléphone. Mais allez voir sur notre site internet, il est bien fait. Vous aurez comme ça, de manière un peu plus précise, le descriptif de toutes les formations dont j'ai parlé un petit peu rapidement là.
Voilà, ça vous permettra d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais juste reprendre sur le... Non, peut-être sur tout le début. On va reprendre le début, la première diapo, et je vais vous faire une petite présentation rapidement. Alors, la formation, c'est 1400 heures, 1407 heures exactement, sur soit une année, vous avez compris, soit sur 18 mois. Voilà. Avec 840 heures de stage, donc soit 700 heures de pratique si vous êtes en situation d'emploi reconnue, mais vous en faites beaucoup plus sur le terrain en 18 mois, hein, et 140 heures en stage pratique, avec 767 heures de formation théorique sur l'année ou sur les 18 mois. Voilà. On va passer rapidement. Alors, ça, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes, à partir du moment où vous êtes AES, vous êtes travailleur social. On est vraiment dans le métier de la culture du travail social. D'ailleurs, souvent, on dit que vous êtes sur une fonction éducative. Hein. On peut même parfois vous appeler un peu éducateur sur les structures, parce que c'est un peu le cas dans ta structure. Toi, vous êtes tous éducateurs, même s'il y en a qui sont moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, AES. Pourquoi? Parce que même si chacun a son identité professionnelle, vous êtes tous sur une fonction éducative. On devient travailleur social à partir du moment où on intègre une formation et qu'on exerce un métier du travail social. Ça, c'est important aussi de pouvoir l'identifier, et c'est aussi tout ça qu'on met au travail après sur la posture finalement professionnelle, le positionnement professionnel en tant que travailleur social ensuite. Et puis évidemment, quand on est AES, on va accompagner les personnes dans les actes de la vie essentiels, aussi parce que vous l'avez souligné, on a des personnes qui ont des problèmes d'autonomie, des problèmes de dépendance liés à une maladie ou à un handicap, et qu'il faut pouvoir évidemment bénéficier d'une aide humaine pour pouvoir finalement d'abord exercer ces actes, j'allais dire ordinaires, voilà, dont ont besoin finalement les personnes pour se laver, pour se soigner ou pour se déplacer, mais aussi pour toutes les décisions, tout ce qui concerne finalement leur projet de vie en général, pour lesquels nous on est autonome dans notre quotidien pour pouvoir agir, mais qui est évidemment beaucoup plus compliqué pour les personnes qui sont porteuses d'une situation de handicap, d'une déficience intellectuelle ou d'une situation que les filles ont pu évoquer tout à l'heure. Voilà, donc on va retrouver évidemment tous ces terrains-là. Et je vais plutôt venir directement sur la formation que tu présentais tout à l'heure, parce qu'elle est pas mal sur les différents blocs de compétences. Voilà. Alors, la formation, elle est découpée, je vais vous faire assez court, parce que tout ça, on le reprend au début de formation. Hein, et au début, on s'y perd un peu, ça peut être un peu complexe, mais la formation, elle est déclinée en blocs de compétences. Voilà, ça, c'est les contenus de cours qu'on va voir sur le terrain. Hein. Et l'enjeu, évidemment, c'est de pouvoir bénéficier des cours qu'on va vous apporter, nous, à l'IRTS, et de pouvoir les mettre en application, parce qu'on est sur une formation professionnelle. On n'est plus à l'école, on n'est plus dans les relations comme vous avez pu connaître certains en milieu scolaire. Ici, ce sont des professionnels qui sont évidemment en formation pour apprendre un métier. Et l'enjeu, c'est que tout ce qu'on apprend en formation, c'est pour le mettre en application, pour le mettre en lien avec des situations très concrètes. C'est pour ça que tous les examens que vous allez passer en fin de parcours de formation, quand vous êtes en parcours de formation AES, ce sont des éléments que vous avez directement puisés, des situations très concrètes de personnes que vous accompagnez sur le terrain, que ce soit à travers de stages ou votre situation d'alternance, pour lesquelles vous allez réfléchir finalement à quels sont les besoins de la personne, comment je peux identifier les problématiques de la personne dans sa vie quotidienne, par exemple, et comment je vais pouvoir y répondre très concrètement. Moi, en tant que professionnel, mais aussi avec les collègues, avec l'équipe avec lesquelles je suis en lien. Donc tout ce qui est évidemment travaillé, on va dire, pour se présenter au diplôme d'État, ce sont vraiment des éléments très concrets qu'on va vous demander, puisqu'on est sur des compétences. Et la compétence, c'est à la fois du savoir théorique et du savoir pratique. Voilà, et l'accompagnement, qui vont donner finalement, avec votre savoir-être, avec votre posture professionnelle, une compétence de travailleur social.
Donc voilà, donc on va voir évidemment les 5 blocs de compétences, donc dans lesquels on va voir, on va découvrir déjà toutes les problématiques, hein, tout le champ du handicap, le champ des personnes âgées, comprendre les différents publics sur lesquels on peut être amené évidemment à intervenir. Il y a aussi quelques lois, parce qu'il faut comprendre aussi les lois dans lesquelles, qui encadrent un peu le secteur médico-social et qui viennent nous donner aussi, nous guider un peu dans notre pratique professionnelle. Donc ça fait partie aussi des contenus de formation. On a peut-être par bloc de compétences à la fin quelques contenus de formation. Ouais, plus loin. Ouais, voilà. Par exemple, si, pour donner dans ce bloc de compétences 1, on va avoir des cours un peu sur la santé, hein, sur la personne dans son rapport au corps, la question des besoins fondamentaux de la personne, hein, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on apporte aux personnes dans l'accompagnement quotidien. On a aussi la prévention, la gestion des situations à risque. On a aussi une formation de premier secours qui est apportée évidemment dans la formation sur ce bloc de compétences. Et puis, pour chaque bloc de compétences, on va peut-être prendre l'exemple du bloc 3 aussi. Par exemple, le bloc 3, c'est le bloc qui concerne le projet d'animation. C'est-à-dire, comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure, les personnes qui sont accompagnées, elles ne sont pas uniquement, on ne va pas les réduire à leur situation de handicap ou à leurs besoins de soins. On va les considérer dans leur globalité et on va penser évidemment leurs besoins en termes des besoins sociaux, les besoins d'activité qui font partie de la vie de tout à chacun. Donc les professionnels, on a des semaines de techniques éducatives par exemple, c'est très chouette. Est-ce que vous pouvez en parler de ces semaines de techniques éducatives qui permettent de travailler des outils d'animation finalement? Donc c'est avec l'association Connexion Cité, Oui. il me semble, qui est basée à Rochefort. Donc on a eu Jérémy et Anna. Les 2 personnes on a été divisées en pôles. Donc moi, j'ai été avec Jérémy pour le coup et on a fait ce qu'on appelle, de l'impro. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'était plutôt chouette puisque, on a pu se mettre dans plusieurs personnages. On était déguisés, on avait des noms d'acteurs qu'on avait tous choisis et Alors en fait, quel était l'objectif finalement de l'objectif, ça? c'était de pouvoir aussi, se mettre dans la peau de plusieurs situations qu'on pourrait rencontrer dans notre quotidien, auprès de personnes qu'on accompagne. Et ça nous a permis, en tout cas pour ma part, de me dire que finalement, à la fin de ma formation, vous allez le voir, on a des euros à passer et que finalement, ça nous sert un peu à sortir, de notre bulle, en fait. De se dire que, finalement, l'oral, qu'on va passer, finalement, après avoir fait ça, c'est plutôt chouette, ça nous sort de ce confort-là. Et l'idée à travers ces techniques éducatives, c'est de pouvoir expérimenter finalement soi-même certains outils, hein, à travers l'expression corporelle, parce qu'on est un petit peu autour de ça quand tu travailles cet outil-là. Parce que les publics qu'on accompagne, qui sont vulnérables, hein, on parlait de personnes en situation de handicap, enfants, on est aussi dans l'accompagnement de la gestion des émotions de ces publics-là. Et il faut pouvoir effectivement apporter des outils qui vont nous permettre de les faire évoluer concernant ces problématiques-là. Donc on va mettre par exemple dans ce bloc de compétences des outils. Alors ça peut être le théâtre, mais c'est plutôt de l'expression corporelle, hein, voilà. Mais aussi la sophrologie, d'autres outils qui vont apaiser les troubles du comportement, par exemple, des différents publics qui sont accompagnés, de manière à pouvoir agir évidemment sur les problématiques des personnes. Donc on va avoir des moments un petit peu comme ça. Et puis, je ne vais pas décliner tous les blocs de compétences, mais on a finalement... alors comment vous vivez ces temps de formation? C'est peut-être intéressant de dire comment ça se passe en centre de formation. Parce qu'on a parlé un petit peu du terrain professionnel, mais il y a aussi l'apprentissage à l'IRTS. Alors, moi, pour ma part, c'est une bulle d'air. Déjà, on est tout le temps sur le terrain, au travail, tout le temps. Et cette semaine de formation, c'est le moment qu'on prend pour nous, en fait. Parce on s'occupe toute la journée des autres, ce qui est le cœur de notre métier. Mais on a besoin aussi de cette semaine où, moi, j'appelle ça ma bulle d'air, parce que vraiment, je me recentre sur moi, sur les cours. Ça m'apprend des choses que je remets en pratique la semaine d'après, bien souvent. Parce que je le fais pas forcément consciemment, hein, mais je remets en pratique tout ce que je fais. Ça passe extrêmement vite. C'est
ça passe à une vitesse folle. Enfin, ça fait 1 an qu'on est en formation. La plupart j'ai des l'impression que ça cours fait en 6 mois. formation sont pas, c'est pas des enseignants qui viennent faire des cours. Non, Ce sont des professionnels de terrain, c'est très que ce intéressant. soit ergothérapeutes, psychomotes, psychologues, éducateurs spécialisés, tous un Infirmière. peu experts dans leur domaine, quel que soit le public, et qui viennent parler finalement de leur pratique pour permettre aux personnes qui sont en formation finalement d'avoir des outils, d'avoir des références théoriques sur ce qui va être possible d'amener en termes de réponses éducatives, en termes de stratégie éducative pour les différents publics. Donc voilà, vous avez effectivement alors à la fois des formateurs permanents, mais qui sont tous issus du travail social, qui ont tous travaillé dans le secteur social, et surtout des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont vos collègues d'ailleurs pour certains. Oui. Voilà, puisque C'est très agréable d'avoir des professionnels qui nous font un peu cours, on va dire. Ouais, et puis les intervenants qu'on voit, malgré qu'on soit sur un diplôme qu'on a choisi, nous font découvrir une autre facette par rapport à leur récit. Et ça nous fait penser, pour le coup, à me dire, ah bah, peut-être que je ferai ça après, pourquoi pas. Ça peut nous emmener sur d'autres choses derrière, des ouvertures, des contacts, vraiment. Parce que finalement, c'est un milieu où on a besoin de contacts et ça ouvre des voies. C'est vraiment, ouais, comme disait Sarah, c'est notre bulle d'air. C'est-à-dire qu'on va travailler pendant 3 semaines avec des horaires pour certains complètement. Des fois, ça va pas du tout. Mais pour le coup, ça nous permet de nous recentrer et d'avancer aussi sur ce qu'on ne peut pas avancer chez nous. Parce que notre vie familiale, notre vie professionnelle fait que des fois, on n'a pas le temps. Et c'est un peu le concon. Puis ça Bon. permet de toutes nous retrouver aussi. Et puis c'est assez convivial. Faut Oui. quand même le dire, le groupe de formation est assez diversifié, chacun travaille dans sur des terrains très variés. Donc voilà, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur aussi, et de solidarité dans les groupes. Chose importante, on arrive quasiment à 100%, on a 98% de réussite. Je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire que, j'allais dire 100% des gens qui s'engagent sont accompagnés pour réussir. L'idée, c'est de vous donner les moyens. Alors, vous les donnez déjà vous-même, parce que vous allez déployer beaucoup d'énergie sur le terrain, il y a la production des écrits, mais tout ça est évidemment faisable, réalisable, et vous êtes accompagné, que ce soit par des référents de terrain d'ailleurs, ou par les formateurs à l'IRTS. Important de le rappeler parce que il peut y avoir quelques appréhensions en se disant bah oui, mais finalement, est-ce que c'est possible toute cette affaire-là? Est-ce que j'ai le niveau? Beaucoup de peurs parfois qui peuvent arriver en début de formation et qu'on va lever rapidement. Parce que finalement, bah oui, on n'est pas sur du scolaire, on est sur du professionnel et ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir faire des liens entre ce que vous apprenez en formation et ce que vous pouvez observer et ce que vous allez devoir mettre en place finalement sur le terrain. Et ça, finalement, c'est pas si compliqué quand on s'y engage. Il faut juste avoir gagné un petit peu en confiance en soi. Et ça, on le travaille aussi un peu en début de formation. Apprendre à se faire confiance. Voilà, c'est important. Voilà, je ne sais pas si je vais aller un peu plus, je ne vais pas en dire plus. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent se poser Est-ce que ça répond déjà un petit peu aux questions que vous vous posiez avant de venir? Est-ce qu'il y a des personnes intéressées là dans l'auditoire un petit peu sur ces profils-là? Oui. Ouais, je sens un peu, certains. Donc on va peut-être retrouver à l'IRTS alors. Oui. Voilà. Faut prendre le temps de réfléchir, de rencontrer, pour si vous êtes intéressé, d'aller faire quelques expériences de stage. Pour certains, ça va confirmer votre choix. Pour d'autres, non, au contraire, ça sera pour vous une manière de vérifier que ça ne l'était pas. C'est important aussi de le vérifier. Et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi à l'IRTS. On a des petites plaquettes que vous avez. Ça peut être pour vous évidemment une possibilité de nous recontacter en direct par téléphone, par mail. On répond, on trouve toujours le temps pour vous accueillir. Il n'y a pas de souci. Les plaquettes seront bien sûr remises sur la chaîne YouTube Sainte et RIP. Dans les événements Action Collective, vous aurez la vidéo et donc en dessous, dans la description, faites afficher plus et vous aurez tous les liens, les plaquettes, les contacts, tout. Si jamais là tout de suite vous êtes un peu froid ou un peu timide pour aller chercher les infos, mais que la semaine prochaine vous dites en fait c'était ça, j'ai loupé le coche. Bon, vous ne l'aurez pas loupé, ce sera sur Internet à disposition pour pouvoir reprendre contact avec Madame.
Virginie. Virginie. Voilà. C'est un métier où on se tutoie aussi un peu pas mal dans le métier de travail social. Oui. On devra vous appeler comment? Moi, j'arrive, je pense que c'est à peu près l'ensemble des formateurs à l'IRTS. Moi, c'est Virginie, on se tutoie. Alors, il faut que ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Voilà. Comment est-ce qu'on vous contacte? Comment? Ah oui. Vous appelez Eh bien, justement, vous avez les adresses mail, les contacts qui vous sont donnés là sur la petite plaquette qu'on vous a remis. Est-ce qu'on vous a... C'est l'évaluation de l'atelier. Voilà, qui sont là, que Mélanie va vous remettre. Non, on va laisser peut-être que AES dans un premier temps. Et après, n'hésitez pas à aller directement. On est au 3 rue Courbiac. Voilà, venez directement aussi sur le site de l'IRTS, qui est pas loin du camping municipal pour ceux qui connaissent Sainte. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions, rencontrer Virginie pour le coup. Oui, alors je ne suis pas toute seule, hein. J'ai 3 collègues avec moi. C'est vrai que je suis, moi, plus sur la formation des AES, mais voilà, il y a plusieurs collègues, quand même sur l'antenne. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à soit venir, on a des locaux qui sont très agréables sur Sainte, c'est vrai que c'est chouette, on est face à la Charente, on est quand même pas trop mal. Rencontrer les stagiaires. Alors, vous allez terminer au mois de mars, mais il y en a d'autres qui arrivent. Hein, donc, et puis, encore une fois, sur les 2 formules, hein, que ce soit voie directe ou situation d'emploi, il n'y a pas une bonne formule. Il y a la formule qui vous convient à vous. Hein. Est-ce qu'on commence forcément en septembre-octobre? Alors, pour le moment, nous, on était sur une rentrée par an sur chacune des formules. Voilà, c'est-à-dire une rentrée en septembre pour les voies directes et donc financement région, et une rentrée en mois d'octobre, le 21 octobre exactement, pour les situations d'emploi. Après, voilà, si on voit qu'on a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes à un moment donné, on n'est pas contre ouvrir à un autre moment, une promotion. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est déjà de répondre à ce calendrier-là, et moi, ce que je vous communique, c'est ce qui existe. C'est cette rentrée-là. Donc, pour le 21 octobre, il y a encore des places. Par exemple, on a encore des places. On a déjà une bonne promo, là, 20, mais 20 à 21. Oui, il ne faut pas en mettre plus, c'est ça? C'est pas très fort en mettre plus. Voilà, mais bon, Enfin, bien. Vous pouvez aussi construire votre projet professionnel pour l'année prochaine. Là, vous êtes sur une première information pour certains d'entre vous concernant les métiers du travail social. Ça se construit aussi. Hein. L'idée, c'est peut-être d'aller un peu expérimenter quelques mois la pratique professionnelle, rencontrer les travailleurs sociaux sur le terrain, faire peut-être 2-3 stages et construire le projet pour commencer à chercher un contrat, vous voyez, en début d'année, parce que ça peut commencer en début d'année, là, chercher un contrat avec un terrain employeur. En février-mars, ils commencent à recruter les terrains employeurs pour septembre-octobre. Mais ils peuvent aussi parfois vous embaucher avant. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé la formation en octobre, mais vous êtes déjà embauché en juin, juillet, août, parce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est aussi ça la réalité. Voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Bonne continuation à l'IRTS ou ailleurs. Si jamais vous êtes perdu, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir, qui que vous soyez, même pour ceux qui ne sont pas suivis par la mission locale qui ont plus de 26 ans, vous pouvez venir me rencontrer, que ce soit pour cette formation ou pour une autre, ou pour aller pour avancer dans votre vie professionnelle, faire un petit point. N'hésitez pas à venir, je ferai la courroie de distribution avec qui Et ça passe déjà aussi par les... Moi, je sais que j'ai eu parfois des coups de téléphone de conseillers de la mission locale et que j'ai reçu en direct des personnes ou par téléphone où on a communiqué sur des adresses d'employeurs, des choses comme ça. Enfin, mais tous les chemins sont bons. Ouais. Tous les chemins sont possibles. Voilà. Mène à Rome. Exactement. Mène à l'IRTS. Mène à l'IRTS, ouais, en l'occurrence. Pour aujourd'hui, mène à l'IRTS. Ouais, c'est ça. Ok, donc n'hésitez pas.